On va donc aussi parler de la Chine. On va parler de la Chine en Afrique et dans l'Indo-Pacifique. La Russie aussi vis-à-vis de l'Afrique. Hein. Et la Russie, Wagner, etc. Mais on va aussi parler, je pense, du fait que la moitié de la population mondiale n'a pas suivi les Occidentaux sur la condamnation, non pas de l'agression, mais des sanctions. Et donc, avec les risques de contournement des sanctions qui sont inhérents. Et ce qui permet notamment à la Russie actuellement de ne pas subir le plein fouet des sanctions occidentales. Elle a trouvé en quelque sorte des clients alternatifs pour son énergie et elle obtient des puces électroniques via le circuit On y reviendra tout à l'heure au cours de ce débat. Je vais faire tourner la parole avec Nagalé Bagayoko. La même question. Qu'en pensez-vous justement quand certains, effectivement, brandissent en ce moment même pour cette conférence de la sécurité, effectivement à Munich, le spectre d'une troisième guerre mondiale ? Moi, il ne me semble pas que ce scénario soit crédible si l'on le considère d'un point de vue militaire. En revanche, si on le considère d'un point de vue normatif, c'est-à-dire par rapport au modèle politique auquel se réfèrent les différents acteurs internationaux, on est en effet aujourd'hui dans un affrontement où l'on voit les standards occidentaux, notamment en matière de promotion de la démocratie, des droits de l'homme, sont vraiment mis au défi par un nombre croissant d'acteurs internationaux. Mais ce qu'il est très important de dire, c'est que finalement, cette réalité éclate au grand jour, alors même qu'elle s'est tissée depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années. Aujourd'hui, on se rend compte, côté européen, dans une moindre mesure, côté américain, je pense qu'il y avait une plus grande conscience de cela, que des relations se sont tissées entre des acteurs du Sud, du Global South, du Grand Sud, comme on le dit, en dehors des partenariats traditionnels existants entre le Sud et les partenaires européens. Avant de vous donner la parole, Jean-François Di Meglio, président de l'Asia Center, je voudrais qu'on réécoute Emmanuel Macron. C'était il y a quelques minutes, on a pu le suivre en direct sur France Info. Il s'est exprimé lors de cette conférence de la sécurité à Munich et les mots ont été assez clairs vis-à-vis de la Russie. On écoute. Mais très clairement, aujourd'hui, l'heure n'est pas au dialogue parce que nous avons une Russie qui a choisi la guerre, qui a choisi d'intensifier la guerre et qui a choisi d'aller jusqu'au crime de guerre et à l'attaque des infrastructures civiles. Alors, la conclusion de court terme que nous devons tirer de ce schéma est simple. La Russie ne peut ni ne doit gagner cette guerre et l'agression russe doit échouer. Jean-François Di Meglio, vous êtes toujours avec nous. On peut dire, en tout cas aujourd'hui, que les mots d'Emmanuel Macron, si on avait eu des doutes ces derniers mois, qu'ils sont assez clairs désormais. Oui, ils sont clairs sur le sujet de la guerre en Ukraine, effectivement. Et on peut pas s'empêcher de penser que la visite de Volodymyr Zelensky a fait évoluer les choses, même si probablement Volodymyr Zelensky est reparti avec moins d'atouts en poche que ce qu'il espérait. Les atouts symboliques sont très forts. Et on vient d'en avoir le témoignage avec les propos du président Macron. Pour revenir sur votre question, est-ce qu'on est dans la troisième guerre mondiale ou pas, je pense que effectivement la question apporte plusieurs niveaux de réponse et je trouve remarquable effectivement d'opposer l'aspect militaire et l'aspect symbolique. Sur l'aspect militaire, il faut garder en tête effectivement que les guerres mondiales jusqu'à présent se sont passées dans un environnement qui était un environnement non nucléaire et que pour l'instant la dissuasion nucléaire reste l'obstacle à la propagation de conflits localisés. Pour l'instant, c'est effectivement ce qui prévaut. En revanche, qu'il y ait des conflits localisés de plus en plus nombreux, on voit bien qu'il y a des risques de conflits élargis et qu'il y a des foyers de conflits possibles de plus en plus nombreux. Je me trouve moi-même à Taïwan aujourd'hui et je peux vous dire que c'est un sujet qui n'est pas en dehors des esprits. Par ailleurs, en ce qui concerne l'histoire des blocs du Global South, je crois qu'il faut faire très attention au narratif que un certain nombre de pays, sur la base des votes à l'ONU, effectivement, cherchent à imposer un Occident qui est plus trop sûr de lui-même. Alors c'est vrai que l'Occident doute, mais ce Global South, il est extrêmement divisé aussi.
Rappelons que ces votes à l'ONU, ce sont à la fois des votes négatifs, c'est-à-dire ceux qui ont suivi la Russie, et des abstentions. Que dans ces votes à l'ONU, il y a des pays qui sont d'une certaine façon ensemble dans un certain nombre de périmètres, mais qui sont aussi opposés dans d'autres périmètres. Quand vous prenez l'Inde, par exemple, elle s'est abstenue comme la Chine. L'Inde, par définition, fait partie de l'Indo-Pacifique. Que je sache, elle fait partie du Global South, c'est vrai, mais aujourd'hui, elle n'a pas renié ni les engagements qu'elle a pris, en particulier dans l'achat de matériel militaire à la France, ni les engagements qu'elle a pris dans le Quad vis-à-vis des États-Unis. Donc on est en face d'une situation très compliquée et en face de la bipolarité que peut-être les pays du Sud, comme on les appelle, voudraient faire prévaloir dans un narratif qui est assez nouveau, effectivement, et que la guerre en Ukraine a accéléré. Je pense qu'il y a un autre narratif qui est le narratif de la multipolarité, et c'est d'ailleurs le terme que les Indiens eux-mêmes utilisent. Ils parlent même de multilatéralisme, ce qui ne veut pas dire grand-chose, mais ça veut bien dire à quel point la conceptualisation de la situation actuelle est difficile. Et le pape François, d'ailleurs, a réagi à cette même question. Hein. Lui-même a évoqué une troisième guerre mondiale par morceaux, je le cite. Alors, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est adressé une nouvelle fois aux Occidentaux par visioconférence aujourd'hui. Il exhorte les Occidentaux à le soutenir et il a averti Poutine ne s'arrêtera pas à l'Ukraine. L'avertissement est plus que clair. Non, je crois que ça fait partie de la Là, on est dans le narratif. On est véritablement dans la communication. Parce que je crois, en revanche, en ce qui concerne l'opposition au modèle occidental, la difficulté du multilatéralisme, l'absence des Nations Unies, c'est une tendance qui s'était manifestée déjà depuis longtemps. Il ne faut pas oublier que à cette même conférence de Munich, en 1971, Poutine faisait son premier grand discours international et dénonçait l'unilatéralisme américain, la conception des Occidentaux, etc. Donc on est dans un processus de longue durée. 2007 pour la conférence de Munich. 2071. 2071, on est dans le futur. Oui, 2007. Voilà, 2007, c'est ça. Oui, ça durera jusque-là. Mais c'est intéressant parce que ça pousse effectivement ce que vous dites à regarder finalement dans le passé, à regarder dans le rétroviseur, puisque effectivement, il y a 16 ans, c'était le 10 février 2007, le président russe Vladimir Poutine prononçait un discours historique à la conférence de Munich sur la sécurité. C'était une déclaration